Un millionnaire a fait semblant d'être paraplégique pour tester ses employés, mais a fondé en larmes en entendant ce que sa plus pauvre employée a dit. Laurent Dubois contemplait le paysage enneigé depuis la fenêtre panoramique de son chalet privé à Megève. Le ciel d'un gris uniforme semblait suspendre le temps, et le silence environnant n'était rompu que par le craquement du feu dans la cheminée. Il aurait pu savourer ce moment comme un homme heureux, accompli, propriétaire d'une des plus prestigieuses chaînes hôtelières de luxe d'Europe, mais son esprit était ailleurs. À 39 ans, fort de son succès et de son influence, il ne trouvait plus satisfaction dans les relations humaines qui l'entouraient. Trop de flatteries, trop de sourires calculés, trop d'intérêts déguisés. Ce matin-là, il s'était regardé longuement dans le miroir. Puis, sans prévenir qui que ce soit, il avait téléphoné à son avocat et lui avait dit d'un ton neutre « J'ai décidé, je vais faire croire que j'ai perdu l'usage de mes jambes. À partir d'aujourd'hui, je suis paraplégique. » L'autre bout du fil était resté muet quelques secondes avant que ne viennent les protestations, les mises en garde, les rappels juridiques. Laurent n'écoutait plus. L'idée, née d'une frustration sourde, était devenue une résolution ferme. Il voulait savoir. Savoir qui, parmi tous ceux qui travaillaient pour lui, le voyait encore comme un homme, et non comme un portefeuille ambulant. Le lendemain, il était revenu à sa demeure principale à Neuilly-sur-Seine, dans un fauteuil roulant dernier cri, les traits volontairement tirés, le regard absent. Aucun médecin n'avait été convoqué, aucune déclaration publique n'avait été faite. L'information, il le savait, se propagerait d'elle-même. Il voulait que tout paraisse aussi naturel que possible. À son arrivée, les employés de maison s'étaient rassemblés discrètement près de l'entrée, observant la scène avec une curiosité mêlée d'appréhension. Parmi eux se trouvait Camille Moreau, 31 ans, silhouette menue, tenue sobre, toujours la première à se lever, toujours la dernière à quitter les lieux. Elle vivait dans une petite chambre à l'étage du personnel, loin des regards, et ne parlait jamais plus que nécessaire. Ses gestes étaient précis, ses silences éloquents. Elle était la seule dont Laurent ne connaissait presque rien, si ce n'est qu'elle faisait parfaitement son travail et qu'elle n'avait jamais causé le moindre souci. Lorsque son regard croisa celui de Laurent, elle s'inclina légèrement, comme à son habitude, puis retourna vers la cuisine sans prononcer un mot. Ce manque de réaction piqua la curiosité du millionnaire qui s'attendait à des effusions de compassion ou au moins à quelques mots de réconfort. Rien. Juste cette discrétion, presque froide mais étrangement apaisante. Installé dans son bureau, Laurent observait les premiers effets de son mensonge. Les réactions variaient. Certains employés semblaient sincèrement choqués. D'autres, comme il l'avait prévu, relâchaient peu à peu leurs ailes. Il surprit un majordome consultant son téléphone en pleine réunion, un jardinier prenant des pauses plus longues, une gouvernante soupirant ostensiblement. Il nota chaque détail dans un petit carnet noir. Mais Camille continuait à astiquer les boiseries, à changer les draps, à organiser la lingerie avec un soin méticuleux. Elle ne posait pas de questions, n'offrait pas de faux réconfort, mais Laurent remarqua que le plateau de son petit déjeuner était toujours plus chaud, que ses vêtements étaient désormais pliés avec une attention particulière. Elle avait placé un coussin de soutien dans le fauteuil sans rien dire. Des gestes minuscules, presque invisibles, mais d'une justesse bouleversante. Laurent commençait à comprendre que ce jeu de masque allait le mener plus loin qu'il ne l'imaginait. Son regard sur elle changeait imperceptiblement. Il n'avait pas prévu ça. Pas cette douceur silencieuse, pas cette fidélité muette qui le désarmait plus que les flatteries des autres. Dans ce grand théâtre qu'il avait lui-même monté, Camille semblait jouer un rôle bien différent, celui de la sincérité nue, sans phare. Il décida qu'elle serait sa première observation approfondie, non pas pour la piéger, mais pour comprendre ce qui la poussait à rester droite dans un monde tordu. Et dans le silence nocturne de la maison, alors que tout le personnel dormait, Laurent, seul dans son bureau, esquissa un sourire mélancolique. La supercherie venait de commencer, et il pressentait déjà que c'était lui, et non les autres, qui risquaient d'y perdre le plus. Le bruit s'était propagé plus vite que prévu. À peine 2 jours après le retour discret de Laurent Dubois dans son immense demeure de Neuilly-sur-Seine, les murmures couraient dans tous les recoins de la maison. Certains parlèrent de l'accident comme d'un fait tragique et soudain, d'autres insinuaient déjà qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire. Une chute de ski, disaient-ils.
Une vertèbre fracturée, des nerfs atteints et désormais plus aucun mouvement dans les jambes. Le silence médical autour du cas, pourtant, intriguait. Pas de dossier communiqué, pas de médecin personnel fréquentant la maison, aucun appel de la clinique. Juste le retour de Laurent soudainement assis, inerte, dans ce fauteuil roulant sophistiqué qui semblait tout droit sorti d'un catalogue suisse. Le personnel, naturellement, avait réagi de manière diverse. Margot, la gouvernante en chef, la cinquantaine élégante et la langue bien pendue, s'était montrée presque hystérique en apprenant la nouvelle. « Mon Dieu, notre pauvre monsieur, que va devenir la maison ?» Et les affaires? Elle avait ensuite redoublé d'énergie dans ses tâches pendant 2 jours. Puis, rassurée par l'apparente stabilité du maître des lieux, elle s'était remise à déléguer tout ce qu'elle pouvait. Les couloirs de la maison résonnaient à nouveau de ses talons pressés, mais elle ne s'arrêtait plus que rarement dans le bureau de Laurent. D'autres, comme Rémi, le jeune intendant de salle, y virent une occasion en or pour alléger leur routine. Moins d'événements à organiser, moins de dîners à superviser, il passait désormais plus de temps à fumer dans le jardin qu'à remplir son carnet de commandes. Un soupçon d'irrespect flottait dans ses gestes, une désinvolture nouvelle qu'il tentait à peine de dissimuler. Mais Camille, elle, restait impassible. Chaque matin, elle descendait avant l'aube, préparait les jus frais comme d'habitude, inspectait les coins poussiéreux que personne d'autre ne voyait. Elle croisait parfois Laurent dans les couloirs. Jamais un mot de trop. Mais il remarqua avec un mélange de surprise et de trouble qu'elle posait désormais discrètement une couverture sur ses jambes chaque fois qu'il était immobile trop longtemps, que le coussin de son fauteuil était légèrement réajusté en fin de journée, que son bureau sentait la lavande fraîche dès qu'elle en sortait, de petites attentions si subtiles qu'aucun autre œil ne les aurait discernées. Laurent observait. Chaque soir, il se repliait dans sa bibliothèque et y notait les comportements, les gestes, les variations d'attitude. Mais ces lignes étaient de plus en plus dominées par un prénom, Camille. Il se surprenait à guetter ses pas dans le couloir, à écouter la façon dont elle refermait les portes sans bruit, à deviner sa présence simplement par l'ordre parfait laissé derrière elle. Il n'y avait chez elle ni pitié affichée, ni fausse gentillesse. Pas un mot de consolation, pas une seule fois où elle lui ait demandé comment il se sentait. Et pourtant, tout dans son attitude témoignait d'une forme de respect profond, presque ancien, comme si elle honorait en silence une promesse que personne ne lui avait imposée. Un soir, alors qu'il feignait de dormir dans le grand salon, Laurent la vit entrer pour éteindre les lumières. Elle s'arrêta quelques secondes devant lui, l'observa en silence, puis avança à pas feutrés et rabattit doucement le col de son gilet. Elle ne vit pas ses yeux mi-clos, ne sentit pas le frisson qui le traversa à ce contact inattendu. Puis, elle ressortit, laissant derrière elle une odeur légère de savon neutre et de linge propre. Laurent sentit alors quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, de la gratitude, pure, silencieuse, sans but précis. Ce sentiment étrange d'être vu, vraiment vu, non pas comme un homme puissant, mais comme un être vulnérable. Et cette reconnaissance ne venait pas de ses associés, de ses partenaires ou de ses vieux amis mondains. Elle venait de cette femme discrète, presque invisible, dont il ne connaissait rien sinon la régularité implacable de sa présence. Au 3e jour, les murmures devinrent des commentaires. Margot, en versant le thé, osa demander « Monsieur souhaiterait-il une infirmière de jour? Peut-être quelqu'un pour l'aider à se mouvoir ?» Laurent se contenta de secouer la tête, sans répondre. La vérité, c'est qu'il voulait que tout continue ainsi. Observer, ressentir, comprendre. Le personnel, peu à peu, s'habituait à sa nouvelle condition. Mais derrière les apparences, il percevait des regards fuyants, des discussions arrêtées dès qu'il entrait dans une pièce, des silences gênés, suivis de sourires forcés. La compassion affichée semblait de plus en plus mécanique, de plus en plus vide, et cette vacuité lui sautait aux yeux à chaque fois qu'il croisait Camille. Un matin, alors que la neige tombait en flocons serrés sur la verrière du salon, Camille entra discrètement avec un plateau. Elle y avait disposé des madeleines tièdes, une infusion de tilleul, un petit pot de confiture maison. Elle déposa le tout sur la table basse, puis fit demi-tour sans un mot. Laurent, pour la première fois, l'appela par son prénom. Elle se retourna, surprise, mais ne laissa rien paraître. Il la remercia simplement. Un mot, un regard, et ce fut tout. Elle s'inclina doucement, puis quitta la pièce. Ce soir-là, dans son carnet,
Laurent écrivit en lettres capitales « Camille n'a pas changé. Elle est peut-être la seule. » Et il resta longtemps, très longtemps, les yeux perdus dans le vide, le cœur inexplicablement serré, sans comprendre encore que ce qu'il redoutait le plus n'était pas la trahison des autres, mais la transparence de sa propre solitude. Le bureau de Laurent Dubois était plongé dans une semi-pénombre, les lourds rideaux tirés, seules quelques lueurs diffuses passant par les interstices. Il était assis derrière son large bureau de chêne massif, une main posée sur l'accoudoir de son fauteuil roulant, l'autre tenant un stylo qu'il faisait tourner entre ses doigts comme un tic nerveux. En face de lui, me Armand Clément, son avocat personnel depuis plus de 10 ans, l'observait en silence. L'homme était connu pour sa discrétion légendaire et son intelligence aiguë. Il connaissait les limites de son client, mais aussi ses zones d'ombre. « Tu es en train de commettre une erreur, Laurent, » dit-il d'un ton calme mais ferme. « Ce genre de simulation, c'est dangereux, pas juridiquement seulement, moralement aussi. Tu joues avec la confiance de ceux qui dépendent de toi. » Laurent resta silencieux quelques secondes, puis répondit en regardant fixement la lampe de bureau. « Justement, je veux savoir s'ils dépendent de moi, ou de ce que je représente, s'ils sont là pour moi, ou pour mon argent. » L'avocat soupira. Il connaissait trop bien cet entêtement. Laurent avait toujours été un stratège, un manipulateur discret, capable de tisser des plans complexes simplement pour vérifier une intuition. Mais jamais il ne l'avait vu aller aussi loin. Simuler une paralysie, cacher la vérité à toute une maisonnée, observer leurs réactions comme un entomologiste. Il y avait là quelque chose d'inquiétant, de presque obsessionnel. Tu sais que si cela s'ébruite, tu risques gros, tu pourrais perdre leur respect. Leur confiance, peut-être plus, insista me Clément. Je n'ai jamais eu leur respect, répliqua Laurent sans hausser la voix. Seulement leur obéissance. Et ça, je peux l'acheter n'importe quand. Ce que je cherche, c'est autre chose. L'avocat comprit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Il rangea ses dossiers, se leva et ajouta en se dirigeant vers la porte. Si jamais tu veux en parler, vraiment en parler, appelle-moi. Et fais attention à toi, Laurent. Ce jeu-là peut te brûler. Laurent resta seul, son regard fixé sur un point invisible. Depuis le début de la supercherie, il avait ressenti des choses qu'il n'avait pas anticipées. Ce n'était pas seulement l'attitude du personnel qui l'intriguait, ni même la redécouverte du quotidien sous un angle d'impuissance feinte. C'était surtout cette étrange sensation d'être pour la première fois au même niveau que ceux qui l'entouraient. Pas supérieur, pas inaccessible, juste là, humain. Et au centre de cette nouvelle perception, il y avait Camille. Il ne comprenait pas encore pourquoi sa présence le troublait autant. Elle ne faisait rien de spectaculaire. Elle n'était ni volubile, ni chaleureuse, ni belle au sens traditionnel du terme. Mais sa constance, sa douceur sans artifice, sa manière d'exister sans bruit, cela le captivait. Il se mit à noter chaque jour ses horaires, ses habitudes, les moments où elle prenait son café seule dans l'arrière-cuisine, les livres qu'elle laissait parfois ouverts près de sa chambre. Il découvrit qu'elle lisait beaucoup, des ouvrages de philosophie, des romans classiques, parfois des livres médicaux. Il vit un soir un vieux volume annoté de Montaigne glissé sous son bras. Cela le frappa. Elle avait une vie intérieure qu'aucun autre membre du personnel ne semblait posséder. Un soir, n'y tenant plus, il demanda à Margot « Camille, elle est là depuis combien de temps ?» La gouvernante haussa les épaules. « Oh, cela va faire un peu plus de 2 ans. Elle est arrivée après un entretien très rapide. Vous étiez en voyage à New York. Elle venait de province, je crois. Très discrète, très correcte. Pas de problème avec elle. Pourquoi cette question, monsieur ?» Il ne répondit pas. Il se contenta de faire un signe vague de la main. Mais la curiosité le rongeait. Il voulait savoir ce qui se cachait derrière cette façade calme, cette absence d'exigence, cette rigueur presque austère. Camille, elle, continuait son travail comme si de rien n'était. Elle acceptait les nouvelles consignes, même les plus absurdes, sans commentaire. Lorsqu'il demanda à ce que ce soit elle qui s'occupe désormais personnellement de ses repas et de ses vêtements, sous prétexte qu'il avait besoin d'une présence de confiance, elle s'inclina simplement et répondit « Bien, monsieur ». Il vit dans son regard une infime hésitation, mais aucun jugement, aucune résistance, et le lendemain, ses chemises furent repassées avec un soin encore plus méticuleux. Ses plats arrivaient à l'heure exacte,
toujours tiède, toujours équilibrée. Elle prenait note de ses goûts sans poser de questions. Elle faisait ce qu'on lui demandait, sans jamais chercher à deviner ce qu'il voulait entendre. Cela désarmait Laurent. Il avait conçu ce plan pour débusquer les menteurs, les profiteurs, les manipulateurs. Mais il se retrouvait face à une honnêteté brute, désarmante. Et cela, il ne savait pas comment le gérer. Il se mit à penser à elle en dehors des heures de service, à se demander ce qu'elle faisait pendant ses pauses, avec qui elle parlait au téléphone, s'il y avait quelqu'un dans sa vie. Il n'osait pas poser la question. Il s'interdisait même de formuler l'idée dans son propre esprit, mais elle revenait, encore et encore, comme une ritournelle impossible à faire taire. Et un soir, alors qu'il s'apprêtait à noter une énième observation sur son carnet, il réalisa qu'il n'écrivait plus pour analyser. Il écrivait pour se souvenir, de son pas léger, de sa voix posée, de ses mains fines qui disposaient le linge avec une précision presque artistique. Il referma brusquement le carnet. Ce n'était plus une expérience, c'était devenu autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas prévu, quelque chose qui l'effrayait plus que toutes les trahisons qu'il avait anticipées. Et il comprit, dans ce silence de plus en plus dense, que le mensonge qu'il avait tissé avec tant de minutie était en train de le piéger lui-même, non pas à cause des autres, mais à cause d'elle. Le 4e lundi après le retour de Laurent Dubois dans son manoir, la routine s'était installée dans un calme trompeur. Tout semblait s'être stabilisé. Les employés reprenaient leurs habitudes, les va-et-vient s'étaient régularisés, et même les repas étaient redevenus silencieux et rythmés. On aurait pu croire que chacun avait accepté l'état de leur patron comme un fait désormais intégré à leur quotidien. Pourtant, derrière les murs épais de la propriété, les fondations d'une confiance déjà fragile commençaient à se fissurer. Ce matin-là, Laurent était installé dans son bureau, comme à l'accoutumée. Il feuilletait des rapports de gestion que son adjoint lui avait envoyés, tout en buvant lentement une infusion préparée par Camille. Il n'y avait pas encore goûté, mais la simple présence de la tasse soigneusement posée sur le sous-verre lui procurait une forme étrange de réconfort. Il leva les yeux vers les écrans dissimulés dans un compartiment de son secrétaire, où s'affichaient les images des caméras de surveillance. En temps normal, il n'y jetait qu'un coup d'œil mécanique, mais aujourd'hui, son regard fut attiré par une scène inhabituelle. Un des agents de sécurité de la propriété, Arnaud, un colosse discret d'une 40aine d'années, en qui Laurent avait toujours eu une confiance aveugle, s'entretenait discrètement avec un homme mal rasé, vêtu d'une veste trop grande, sur le trottoir en face du portail. L'échange semblait anodin, mais la posture d'Arnaud trahissait une tension inhabituelle. Les deux hommes échangeaient une enveloppe, rapidement, avant que l'étranger ne s'éclipse dans une ruelle adjacente. Intrigué, Laurent recula la vidéo, activa le son de la caméra frontale. Les voix étaient basses, mais un mot prononcé à 2 reprises glaça son sang. Hebdo. Il reconnut immédiatement l'abréviation familière désignant un tabloïd à sensation bien connu pour ses rubriques de rumeurs mondaines. Il n'en fallut pas plus pour qu'il comprenne. Arnaud vendait des informations. Sur lui, sur la maison, peut-être même sur les autres employés. La colère monta d'un coup, brutale, comme une marée. Il fit aussitôt venir Me Clément, son avocat, qui arriva dans l'heure. Ensemble, ils vérifièrent les vidéos des semaines précédentes. D'autres échanges avaient eu lieu, discrets, souterrains. Arnaud profitait de la prétendue vulnérabilité de son patron pour monnayer des détails de son quotidien, sans doute en espérant qu'aucun contrôle ne serait fait durant cette période de fausse convalescence. Laurent décida de le confronter immédiatement. Il fit venir l'agent dans la salle de réunion du rez-de-chaussée, en présence de son avocat. Arnaud entra, confiant, même souriant. Puis, face à l'évidence des preuves, son expression se figea. Il tenta d'abord de nier, puis, face au mutisme glacial de Laurent, laissa tomber son masque. « Vous n'étiez même pas vraiment là, assis dans ce fauteuil comme si tout vous échappait. Vous ne faisiez plus attention à rien. » Cette justification, plus qu'un aveu, résonna comme une trahison personnelle. Laurent ne répondit rien. Il le congédia immédiatement, avec interdiction formelle de s'approcher à nouveau de la propriété. Aucune explication ne fut donnée au personnel. Il prétendit un départ volontaire. Mais dans son cœur, quelque chose venait de se rompre. Ce jour-là, le carnet noir resta ouvert, sans annotation. La sensation d'être dupé rongeait Laurent d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il s'était préparé à voir certains employés relâcher leurs efforts, à surprendre des comportements intéressés.
Mais pas ça. Pas une vente d'intimité, pas une trahison aussi basse, aussi mesquine. Dans cette atmosphère pesante, Camille continuait à œuvrer comme toujours. Sa routine n'avait pas changé. Elle n'avait rien demandé, rien supposé, rien commenté. Elle semblait ignorer tout de la tension qui traversait désormais les murs de la maison. Et pourtant, son silence avait quelque chose d'encore plus fort que les mots. Elle travaillait sans accélérer, sans ralentir, comme si son univers obéissait à d'autres lois, à une autre vérité. Laurent la regarda longuement ce soir-là, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque. Elle époussetait les étagères avec une douceur presque solennelle, comme si les livres étaient des trésors anciens. Elle s'arrêta sur un exemplaire jauni de Flaubert, le feuilleta sans bruit, lut un passage debout, puis le reposa. Elle ne savait pas qu'il l'observait, elle n'avait jamais su. Et c'était justement cette absence de regard intéressé qui la rendait si réelle à ses yeux. Il tenta de se convaincre que sa déception à l'égard d'Arnaud ne devait pas affecter sa perception des autres. Mais quelque chose avait changé. Une alarme s'était déclenchée en lui. Il ne pouvait plus faire confiance à personne sans réserve. Tous devenaient suspects, tous sauf elle. Le lendemain, il demanda à Camille de lui apporter le déjeuner dans son bureau. C'était la première fois qu'il en faisait explicitement la demande. Elle arriva à midi précise, comme s'il l'avait prévu. Le plateau était sobre, un velouté de courgettes, un morceau de pain de campagne, une compote maison. Lorsqu'elle le servit, elle remarqua l'air fatigué de Laurent. Il ne portait pas de chemise, mais un pull froissé. Son visage semblait plus marqué que la veille. « Vous semblez fatigué, monsieur. » Ce furent ses premiers mots personnels depuis des semaines. Laurent la regarda. Son ton n'était ni inquiet, ni familier, juste constatable, lucide. Il hocha lentement la tête. « Je dors mal. » Elle acquiesça sans poser de questions. Puis, après un instant de silence, ajouta doucement « Je peux vous préparer une infusion pour la nuit. Camomille et tilleul. » Ça aide. Elle ne cherchait pas à le consoler. Elle ne cherchait rien. Elle proposait. Elle offrait un geste, comme un remède ancien. Lorsqu'elle quitta la pièce, Laurent sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine. Ce n'était pas de la joie, ni du soulagement. C'était quelque chose d'autre, plus profond, plus déroutant. Et il comprit alors que dans cette maison où tout le monde jouait un rôle, Camille était la seule à incarner une vérité nue. Une vérité qui ne demandait ni récompense, ni regard, ni reconnaissance. Et cela plus encore que la trahison d'Arnaud lui fit peur, parce qu'il savait désormais que ce mensonge qu'il croyait contrôler s'enracinait dans un territoire de plus en plus fragile, celui de ses propres certitudes. Le vent soufflait fort sur les toits de Neuilly-sur-Seine ce soir-là, hurlant entre les cheminées comme un avertissement sourd venu d'un autre temps. La grande maison, pourtant si imposante, semblait soudain vulnérable sous les bourrasques. À l'intérieur, les couloirs restaient silencieux, seuls quelques pas lointains venant troubler le calme. Laurent Dubois était assis près de la grande baie vitrée de son salon privé, feignant une lecture qu'il n'arrivait pas à entamer. Le livre reposait ouvert sur ses genoux, ses yeux fixaient, sans les voir, les pages marquées. Depuis le départ forcé d'Arnaud, une tension sourde flottait dans l'air. Et plus que jamais, il sentait le besoin de vérité, de quelque chose qui puisse ancrer son monde dans une réalité tangible. Ce fut par pur hasard qu'il découvrit une première fissure dans l'énigme Camille Moreau. Une soirée ordinaire, sans incident apparent. Il descendait pour chercher un dossier oublié dans le petit salon, quand au détour du couloir, il entendit une voix. Ce n'était pas courant. Camille parlait rarement, et encore moins au téléphone. Sa voix était basse, mais teintée d'une intensité rare. Il s'arrêta, invisible dans l'ombre du couloir. Ce n'était pas du voyeurisme, mais une curiosité mêlée d'un pressentiment. « Non, Manon, je ne peux pas ce mois-ci. Oui, je sais. Mais maman a besoin de ses médicaments et je n'ai pas eu mes heures supplémentaires. Non, je ne veux pas demander une avance. Ce n'est pas... Je me débrouillerai, je te promets. » Laurent resta figé. La voix de Camille n'avait rien de celle qu'il connaissait au quotidien. Elle y semblait plus humaine, plus fragile, moins contrôlée. Il entendait de l'inquiétude, de la fatigue, et aussi une forme de tendresse désespérée. Lorsqu'elle raccrocha, il fit demi-tour sans bruit, le cœur lourd d'une certitude nouvelle. Elle n'était pas ce qu'il croyait, ou plutôt, elle était plus que ce qu'il avait imaginé. Le lendemain, il consulta discrètement ses registres internes. Aucun dossier médical, aucun historique familial n'apparaissait dans ses archives de personnel, ce qui, à vrai dire, était normal.
Il ne savait rien d'elle, sinon son efficacité. Pas d'adresse connue en dehors de la chambre de service, pas de visites enregistrées. Un fantôme, ou presque. Il chercha un prétexte pour entamer un dialogue plus profond, mais Camille, fidèle à elle-même, demeurait fermée à toute tentative de familiarité. Elle répondait aux demandes, anticipait les besoins, mais jamais elle ne s'épanchait. Sa neutralité était devenue une forme de barrière invisible que Laurent commençait à percevoir comme un bouclier soigneusement érigé. Mais les fragments qu'il avait entendus ne le quittaient pas. Manon, médicaments, avance refusée. Il en déduisit par recoupement logique que Camille soutenait une mère malade, peut-être Alzheimer, et une sœur plus jeune, en difficulté. Cela expliquait sa réserve, son attachement au travail, sa peur de manquer. La honte le frappa de plein fouet. Il avait voulu la tester, il avait construit tout un théâtre de mensonges pour jauger l'authenticité des autres. Et elle, sans rien savoir de cette machination, vivait chaque jour une réalité bien plus dure, bien plus digne. Elle n'avait jamais demandé de faveur, jamais parlé de ses difficultés, jamais montré le moindre signe de lassitude. Il pensa à tous les gestes qu'il avait interprétés comme des signes de loyauté ou de professionnalisme. Ce coussin replacé sans mot dire, ces repas préparés avec soin, ce silence respectueux. Ce n'était pas de simples marques de politesse, c'était sa façon de dire merci, de survivre, de protéger ce qu'elle avait de plus précieux. Ce soir-là, il ne put fermer l'œil. Il erra dans les couloirs déserts de la maison, repassant en boucle les scènes récentes. Il avait cru détenir le pouvoir, la maîtrise, la vérité. Mais Camille, sans le savoir, renversait toutes ses certitudes. Elle ne jouait aucun rôle, elle vivait. Et cela le plaçait, lui, dans la position du manipulateur impuissant. Le jour suivant, il tenta de briser la glace. Il lui adressa un compliment discret sur la confiture qu'elle avait préparée. Elle répondit par un hochement de tête, presque gêné, puis retourna à son travail. Pas de sourire, pas de complicité, juste la même retenue, la même pudeur. Il comprit qu'elle savait, pas le mensonge, pas la supercherie, mais qu'il cherchait à l'approcher. Et elle ne voulait pas de cette proximité, pas maintenant, pas tant qu'elle ne maîtrisait pas les règles du jeu. Plus tard, en fin de semaine, il l'observa discrètement dans le jardin. Elle arrosait les plantes du petit carré qu'elle entretenait elle-même, derrière la serre. C'était un espace qu'elle avait réclamé lors de son arrivée. Un lieu à elle. Un carré de terre où poussaient quelques herbes aromatiques, des fleurs simples et une lavande résistante au froid. Elle y passait souvent du temps, seule, en silence. Laurent s'approcha, silencieusement, et s'arrêta à quelques pas. Il ne voulait pas l'interrompre, juste comprendre. Mais elle le sentit ou peut-être le devina et se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. Elle ne dit rien. Il ne dit rien. Puis elle inclina légèrement la tête et retourna à sa tâche, comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Il resta là, immobile, incapable de décider s'il devait partir ou s'excuser. Finalement, il fit demi-tour. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit petit. Non pas humilié, mais réduit à sa juste taille. Celle d'un homme qui croyait contrôler les autres et qui découvrait que la vérité, parfois, ne se donne pas. Elle se mérite. Et il sut que désormais, ce n'était plus un jeu, plus un test, c'était elle, et ce qu'elle représentait. Le seul miroir honnête dans un monde de reflets déformés. Le déjeuner du vendredi s'annonçait tendu dès le matin. Margot, la gouvernante en chef, avait passé la matinée à maugréer contre le personnel, repassant les consignes, exigeant des détails superflus, lançant des regards appuyés à ceux qui osaient respirer trop fort. Un parfum de mécontentement flottait dans l'air, comme un orage en formation. Les employés circulaient avec plus de précaution que d'habitude, évitant les pièces principales, troquant leur familiarité feinte contre une prudence pesante. Le service de table avait été préparé dans la salle à manger d'hiver, une pièce plus intime donnant sur les jardins où la neige fondait lentement sous un soleil timide. Laurent, comme à son habitude, avait choisi d'y assister. Il tenait à observer, à écouter les mots glisser entre les plats, à mesurer les silences plus que les paroles. Son fauteuil avait été placé à l'extrémité de la table, légèrement décalé, comme s'il voulait rappeler subtilement qu'il n'était pas tout à fait comme les autres. Camille avait supervisé la mise en place sans un mot, veillant à ce que tout soit aligné, propre, précis. Elle portait sa tenue habituelle, simple, sans maquillage, les cheveux attachés à la nuque. À ses gestes, on ne devinait rien de ses pensées.
Lorsque tous furent installés, le repas débuta dans un calme un peu trop parfait. La soupe fut servie, suivie d'un plat de poisson, accompagné de légumes rôtis. Les conversations restaient banales. Météo, travaux dans le quartier, nouvelles des commerces alentours. Puis, soudain, sans que personne ne le voie venir, Bertrand, le plus ancien des employés, ancien maître d'hôtel devenu assistant du chef cuisinier, lâcha une remarque qui brisa l'équilibre fragile. Il paraît que notre cher monsieur Dubois ne pourra plus voyager pendant un bon moment. C'est dommage, les affaires allaient si bien avec ses escapades à New York et à Dubaï. Le ton était sarcastique, presque insidieux. Certains levèrent les yeux, d'autres se figèrent. Laurent, lui, resta de marbre. Il savait que ce genre de commentaires finirait par surgir. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit Bertrand, le plus loyal autrefois, à lancer la première flèche. Bertrand poursuivit, encouragé par le silence général. Enfin, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens et sa mobilité. Cette fois, un léger rire étouffé s'échappa d'un coin de la table. Margot baissa les yeux. Rémi sourit, comme à son habitude, sans se compromettre. Personne ne s'attendait à une réponse, surtout pas de la part de Camille. Et pourtant, ce fut elle qui parla. « Monsieur Bertrand, je crois que vous dépassez les bornes. » Le silence fut total. Même les couverts s'arrêtèrent en plein mouvement. Camille s'était exprimée d'une voix ferme, calme, mais avec une autorité que personne ne lui connaissait. Elle ne criait pas. Elle constatait. Elle posait une limite, sèchement, clairement. Bertrand cligna des yeux, pris au dépourvu. Il tenta de plaisanter. « Ce n'est qu'une remarque, Camille, un peu d'humour. » Mais elle le coupa sans hausser le ton. « Ce n'est pas de l'humour, c'est une forme de mépris. Et ce n'est ni le lieu, ni le moment pour ce genre de propos. » Laurent ne détourna pas les yeux d'elle. Il la fixait, fasciné. Elle ne le regardait pas. Elle fixait Bertrand, droite, digne, comme si elle portait sur ses épaules une cause plus grande que sa propre place à cette table. Personne ne répondit. Le repas se poursuivit dans un silence lourd. Bertrand ne prononça plus un mot. Margot tenta de relancer la conversation, mais l'atmosphère était irréversiblement altérée. Lorsque Camille se leva pour desservir, elle le fit avec la même précision qu'à l'accoutumée. Elle ne montra aucune émotion, aucune fierté, aucun regret. Elle était redevenue l'employée discrète, presque invisible. Mais dans l'esprit de chacun, une nouvelle image venait de naître. Celle d'une femme capable de se dresser contre l'injustice, même dans un cadre hiérarchique figé. Laurent, en la regardant disparaître dans le couloir avec le plateau, sentit quelque chose d'inédit se former en lui. De l'admiration, oui, mais aussi une forme de tendresse mêlée de respect. Camille n'était pas seulement dévouée, elle était courageuse. Et ce courage silencieux, ce refus de céder à l'humiliation voilée, la plaçait dans une autre catégorie. Pas celle des serviteurs, mais celle des êtres profondément justes. Il repensa à ses propres silences, à tous les moments où il avait laissé passer des remarques, des abus, des jeux de pouvoir, sous prétexte de neutralité. Camille, elle, n'avait pas hésité. Elle n'avait pas attendu qu'on lui demande. Elle avait agi spontanément, par conviction. L'après-midi passa dans une étrange tranquillité. Personne ne parla de l'incident, mais chacun, à sa manière, en tira ses propres conclusions. Bertrand évita le regard des autres. Rémi se fit plus discret. Margot passa plus de temps à vérifier les réserves qu'à distribuer ses ordres. Quant à Laurent, il resta dans son bureau, repassant en boucle la scène du déjeuner. Le soir venu, il demanda expressément que ce soit Camille qui vienne lui apporter son dîner. Lorsqu'elle entra, il tenta un sourire. Elle le salua poliment, posa le plateau, puis s'apprêta à repartir. Camille, elle s'arrêta, mais ne se retourna pas immédiatement. Il poursuivit « Merci pour aujourd'hui ». Elle se retourna enfin et leurs regards se croisèrent. Il y avait dans ses yeux une lumière étrange, presque imperceptible, une reconnaissance silencieuse, ou peut-être une simple acceptation du fait que quelqu'un avait vu ce qu'elle portait en elle. Elle répondit d'une voix neutre mais sans froideur, ce n'était que la vérité. Puis elle quitta la pièce, laissant Laurent seul avec ses pensées. Il resta longtemps immobile, le plateau intact devant lui, incapable de manger, incapable de détourner l'esprit de cette voix, de cette phrase simple, mais d'une puissance immense. Et il sut, avec une certitude qui le traversa comme un frisson, que quelque chose venait de basculer. Pas seulement dans sa perception d'elle, mais dans la perception qu'il avait de lui-même.
Le jour se leva sur la demeure avec une lumière grise, presque métallique, filtrée par un ciel de plomb. Tout dans l'atmosphère semblait figé, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Laurent Dubois, depuis son bureau, observait la pelouse encore couverte de rosée. Ses mains jointes, ses coudes appuyés sur les accoudoirs du fauteuil, il songeait à ce qu'il s'apprêtait à faire. Une ultime mise à l'épreuve, ciblée, mesurée, mais néanmoins décisive. Il voulait être certain. Il devait savoir jusqu'où allait la loyauté de Camille. Non pas pour la piéger, mais pour la comprendre, entièrement, définitivement. Ce matin-là, il convoqua discrètement Margot sous prétexte d'un réaménagement des tâches. Il expliqua, avec une voix calme, qu'il avait besoin d'une assistance plus personnelle, qu'il désirait que Camille soit désormais responsable directe de ses repas, de ses vêtements, de sa chambre. Une proximité inhabituelle pour quelqu'un de son rang dans la hiérarchie domestique, mais qu'il justifia par un besoin de confiance absolue. Margot haussa un sourcil, surprise, mais ne posa pas de questions. Elle accepta, fit une note dans son carnet et promit de l'informer dès que Camille serait libre. Moins d'une heure plus tard, Camille se présenta au seuil du bureau. Elle n'avait pas l'air contrariée, ni inquiète, juste attentive, comme toujours. « Madame Margot m'a dit que vous aviez une nouvelle organisation à me proposer, » dit-elle sans détour, debout, les mains jointes dans le dos. Laurent la regarda un instant, mesurant une fois encore la retenue de ses traits, la sérénité de son port de tête. Puis il acquiesça. « Oui, j'aimerais que ce soit vous qui vous occupiez désormais de mes effets personnels. Vêtements, repas, linge, je sais que cela ne correspond pas à vos fonctions actuelles. Si cela ne vous convient pas, je comprendrai. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle sembla réfléchir une seconde, peser l'importance de cette demande, puis elle dit simplement « Je le ferai, monsieur. » Sans hésitation, sans commentaire. Il hocha la tête, intérieurement surpris par cette acceptation sans réserve. Dès le lendemain, les changements furent visibles. Ce fut elle qui entra dans la chambre avec les vêtements soigneusement choisis pour la journée. Elle vérifia la température de la pièce, ouvrit légèrement les rideaux pour laisser passer une lumière douce. Puis, sans un mot, elle replia les draps, remplaça l'eau du pichet et disposa une serviette propre sur la chaise près du lit. Lorsqu'elle réapparut au bureau, c'était avec un plateau parfaitement présenté, une omelette légère, des tranches de poire, une infusion de romarin. Le tout accompagné d'un petit mot, écrit à la main, où elle indiquait l'origine des ingrédients et leurs vertus pour la circulation sanguine. Laurent fut touché, pas par la perfection de l'exécution, il s'y attendait presque, mais par la simplicité du geste. Elle faisait plus que remplir une mission. Elle soignait en silence comme si chaque acte avait un sens que lui seul devait déchiffrer. Les jours suivants ne firent que confirmer cette impression. Chaque matin, ses vêtements étaient soigneusement assortis, repassés avec une précision maniaque. Les repas étaient pensés selon l'heure, la météo, son état apparent. Camille observait sans poser de questions, devinait sans jamais insister. Elle n'empiétait pas sur son espace. Elle attendait son autorisation avant d'entrer dans une pièce. Mais dès qu'elle franchissait le seuil, tout devenait plus net, plus juste. Il tenta plusieurs fois de provoquer des failles, de la prendre au dépourvu. Il inversa les horaires, modifia les préférences alimentaires à la dernière minute, demanda des tâches inhabituelles comme retrouver une chemise précise, oubliée depuis des mois dans une des valises du grenier. Chaque fois, elle exécutait avec la même rigueur, parfois même avec un soupçon d'anticipation, comme si elle pressentait déjà les obstacles. Mais ce n'était pas seulement son efficacité qui frappait. C'était sa manière de faire les choses, avec douceur, avec conscience. Jamais mécanique, jamais résignée. Un après-midi, alors qu'elle était occupée à recoudre un bouton sur une veste, il l'observa longuement sans rien dire. Elle avait posé la veste sur ses genoux, ses mains allaient et venaient avec une dextérité discrète. Il y avait dans ce geste quelque chose de presque ancien, une patience qui semblait venir d'un autre siècle. Il se surprit à parler à voix haute, presque malgré lui. « Vous avez appris à coudre toute seule ?» Elle leva les yeux, surprise, puis répondit « Ma mère m'a appris. Quand j'étais petite, elle disait que recoudre un vêtement, c'était prolonger sa vie. » Laurent hocha lentement la tête. Il ne sut quoi répondre. Cette phrase résonnait étrangement avec ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait, comme si Camille, sans le savoir, recousait aussi des morceaux de lui-même. Un soir, il la remercia plus explicitement. Il dit que son aide lui était précieuse, qu'il appréciait son professionnalisme.
Elle répondit simplement « C'est normal, je fais mon travail ». Mais ses yeux disaient autre chose. Un éclat fugace, à peine perceptible, passa dans son regard. Elle avait compris. Pas seulement les mots, le sous-texte, l'émotion contenue. Et elle choisit de ne pas y répondre, de ne pas le mettre mal à l'aise. Juste de rester dans sa place, dans ce fragile équilibre qu'elle préservait avec une élégance muette. Au bout d'une semaine, Laurent n'avait plus de doute. Elle ne faisait pas semblant. Elle ne cherchait pas à plaire. Elle ne jouait aucun jeu. Elle était sincère dans tout ce qu'elle faisait. Et cela, plus que tout, le désarmait. Il comprit que l'épreuve qu'il croyait lui imposer s'était retournée contre lui. Car chaque geste de Camille, chaque choix, chaque silence devenait un miroir dans lequel il devait affronter ses propres contradictions. Elle lui prouvait, sans le savoir, que la vraie loyauté ne s'achète pas, qu'elle ne se teste pas non plus. Elle se donne, ou pas. Et Camille, sans s'en vanter, la lui offrait chaque jour avec une dignité qui dépassait tout ce qu'il avait connu jusqu'ici. Le ciel était bas ce matin-là, voilé d'un gris uniforme qui assourdissait tous les sons. Un silence inhabituel enveloppait la maison du bois, et même les plus bruyants parmi les employés semblaient retenus par une nervosité diffuse. Laurent, installé dans son fauteuil près de la bibliothèque, remarqua aussitôt que quelque chose clochait. Le service du petit déjeuner était en retard de plusieurs minutes, ce qui n'arrivait jamais depuis que Camille s'occupait personnellement de ses repas. Il ne consulta pas l'heure une seconde fois. Il n'avait pas besoin de vérifier. Son quotidien s'était accordé au rythme silencieux de Camille, et chaque écart, aussi infime soit-il, déclenchait en lui une alarme intérieure. Lorsqu'elle entra finalement, une dizaine de minutes plus tard, ses traits étaient tirés, ses cheveux noués à la va-vite, et ses yeux portaient des traces évidentes de fatigue. Elle déposa le plateau en silence, les gestes précis mais plus rapides qu'à l'accoutumée, comme si elle cherchait à écourter sa présence. Elle ne leva pas les yeux, ne fit aucun commentaire, ne s'excusa pas non plus. Laurent, attentif, attendit qu'elle finisse de disposer les éléments du repas. Ce fut seulement lorsqu'elle se redressa pour repartir qu'il prit la parole posément. « Vous allez bien, Camille ?» Elle se figea une seconde, puis hocha la tête sans se retourner. « Tout va bien, monsieur. » Ce n'était pas un mensonge habile, c'était une réponse automatique conçue pour mettre fin à la conversation. Mais Laurent, désormais habitué à ces silences, perçut immédiatement la faille. Il n'insista pas, il la laissa partir. Mais il ne tarda pas à découvrir ce qui se passait réellement. Ce fut en fin de matinée, alors qu'il traversait discrètement l'aile réservée au personnel, prétextant vouloir inspecter des travaux fictifs. Il passait devant la buanderie lorsqu'une voix étouffée, familière, attira son attention. Camille parlait au téléphone, mais cette fois, la tension dans sa voix était palpable, presque douloureuse. « Je sais qu'elle a besoin d'être transférée, Manon, mais je ne peux pas avancer les frais. L'hôpital demande une garantie et je... Non, ne commence pas à pleurer, s'il te plaît. Je vais trouver une solution. » Un long silence suivit, puis un murmure brisé. « Je n'ai plus rien à vendre. » Laurent s'éloigna sans bruit, le cœur lourd. Tout prenait sens, le regard fatigué, le retard inhabituel, les gestes mécaniques. Il comprit qu'il ne pouvait plus feindre l'ignorance. Pourtant, il était toujours coincé dans ce rôle qu'il s'était imposé, celui du paraplégique impuissant, distant, aveugle par choix. Il passa l'après-midi à réfléchir à la manière d'agir sans trahir son propre stratagème. Il pensa à appeler discrètement un médecin, à faire un don anonyme, à envoyer une aide déguisée. Mais chaque solution impliquait une action qui viendrait rompre le fragile équilibre qu'il avait établi entre eux. Le soir venu, lorsqu'elle entra dans sa chambre avec son dîner, elle était pâle. Elle avait à peine touché au maquillage minimal qu'elle utilisait parfois, et ses mains tremblaient légèrement en disposant les couverts. Laurent, incapable de se contenir, brisa le silence. « Camille, je peux vous aider si vous avez des soucis. » Elle se figea, le regard fixé sur le bol de soupe. Puis elle se redressa lentement, croisa son regard avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur son visage. Ni colère ni gêne, mais une sorte de détermination résignée. « Je vous remercie, monsieur, mais vous avez vos propres difficultés. » Il resta sans voix. La dignité avec laquelle elle avait prononcé cette phrase le désarma totalement. Elle savait. Pas pour le mensonge, pas pour la supercherie, mais elle savait qu'il traversait quelque chose. Elle l'avait compris depuis longtemps. Et malgré cela, elle refusait son aide, par principe, par fierté. Ou peut-être parce que,
Dans ce monde inversé qu'il avait créé, elle voulait garder son autonomie. Elle quitta la pièce sans un mot de plus, le laissant face à un repas qu'il ne pouvait plus avaler. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il repensa à toutes les fois où elle avait deviné ses besoins, où elle avait anticipé ses inconforts. Elle avait toujours agi sans rien attendre en retour. Et aujourd'hui, alors qu'elle se trouvait dans une situation critique, elle refusait de lui tendre la main. Il pensa à sa propre mère, morte alors qu'il était encore étudiant, à la solitude qu'il avait éprouvée, à l'incapacité de demander de l'aide. Il comprenait désormais Camille d'une façon presque douloureuse. Elle ne faisait pas semblant d'être forte, elle l'était. Le lendemain, il tenta une nouvelle approche. Il demanda à Margot, avec un ton feintement neutre, si le personnel avait droit à un fonds d'urgence, une sorte de réserve pour les cas imprévus. Elle répondit que cela existait en théorie, mais qu'il n'avait jamais été utilisé. « Je veux que vous débloquiez une somme pour Camille, discrètement. Une avance exceptionnelle sur son salaire, pas un don, pas une faveur, juste une mesure administrative. » Margot hocha la tête, étonnée. « Elle n'a rien demandé, monsieur. »« Je sais, faites-le quand même. » Mais quelques heures plus tard, Camille refusa l'avance. Elle se présenta au bureau de Margot, les mains jointes, et déclara qu'elle ne voulait pas d'argent qui ne soit pas dû. Laurent, en apprenant cela, ne dit rien. Il retourna dans son bureau, ouvrit son carnet noir, celui où il notait chaque détail depuis le début de la farce. Et pour la première fois, il y inscrivit une phrase sans date, sans contexte, sans signature. Certains silences sont des cris. Puis il referma le carnet et resta longtemps immobile, écoutant le vent se lever derrière les vitres closes. Le soleil s'était levé timidement sur Neuilly-sur-Seine, peinant à percer le voile nuageux qui recouvrait la ville comme une couverture lourde. Dans la maison du bois, le silence régnait, interrompu de temps à autre par le grincement d'un parquet ou le souffle d'une porte qui se referme doucement. Laurent, réveillé depuis l'aube, errait dans la cuisine, chose inhabituelle. Il n'avait pas faim. Il cherchait à sentir la présence de Camille, à travers ses gestes, à travers les objets qu'elle touchait. Mais ce matin-là, elle n'était pas là. Aucun mot laissé, aucun signe. Il resta un moment immobile, face à la cafetière encore tiède, se demandant si elle reviendrait. Puis en se dirigeant vers la table pour prendre une serviette, son regard se posa sur un objet oublié. Un carnet à couverture souple, de couleur brun clair légèrement usé sur les bords, reposait près de la corbeille de fruits. Il le reconnut aussitôt. Ce n'était pas un objet appartenant à la maison. Il le prit avec précaution, l'ouvrit à la première page, et il eut un prénom écrit à l'encre bleue, Camille Moreau. Il hésita une seconde. Ce n'était pas dans ses habitudes de lire ce qui ne lui appartenait pas. Mais quelque chose dans la simplicité du carnet, dans sa présence soudaine, l'incita à tourner les pages. Ce qu'il découvrit le frappa de plein fouet. Il ne s'agissait pas d'un journal intime traditionnel, plutôt d'une série de lettres écrites à la première personne, mais jamais envoyées. Des lettres adressées à sa mère, parfois à sa sœur, mais surtout à cette vie invisible qu'elle menait sans jamais l'exposer. Certaines pages étaient raturées, d'autres couvertes de dessins discrets, une feuille, une fenêtre, une silhouette. Il lut lentement, comme si chaque mot portait un poids plus grand qu'il ne pouvait supporter. « Maman, aujourd'hui j'ai failli pleurer en préparant le repas de midi, pas à cause de la fatigue, mais parce que j'ai eu peur de ne pas y arriver. Tout est devenu plus lourd. Il y a des jours où je ne suis plus certaine d'être forte, mais je pense à toi, et je continue. Pour toi, pour Manon. » Il tourna la page. Un autre extrait le saisit. « Même si je suis invisible dans cette maison, je me dis que mon silence est une forme de présence. Je ne veux pas attirer l'attention. Je veux seulement bien faire. C'est ma manière à moi de remercier ceux qui m'ont permis de rester ici. » Puis une autre phrase, seule au milieu d'une page blanche, écrite d'une main plus hésitante. « Même si je ne compte pour personne ici, je continuerai à faire les choses avec soin. Car c'est la seule chose que je peux contrôler. » Laurent sentit un nœud se former dans sa gorge. Il referma doucement le carnet, le tenant contre lui, comme s'il contenait quelque chose de fragile. Jamais il ne s'était senti aussi démasqué. Non par Camille, mais par sa propre hypocrisie. Lui qui s'était donné le droit d'espionner, de manipuler, de tester, découvrait que celle qu'il observait en secret avait, en réalité, toujours agi sous le regard d'un monde indifférent, avec une dignité qu'aucun stratagème ne pouvait imiter.
Il garda le carnet toute la matinée, incapable de s'en détacher. Chaque page l'éloignait un peu plus du rôle qu'il s'était attribué. Il n'était plus le marionnettiste, mais un spectateur bouleversé d'une vérité nue. Il pensa à la phrase que Camille avait écrite « Même si je suis invisible », et il comprit que pour elle, l'invisibilité n'était pas une malédiction. C'était un choix, une forme de protection, un moyen de ne pas déranger, de ne pas s'imposer. Plus tard dans l'après-midi, alors que le personnel s'affairait à préparer le salon pour une réunion administrative, Camille réapparut. Elle portait une veste fine, ses cheveux relevés en un chignon rapide et un regard plus dur que d'habitude. Elle n'avait pas encore remarqué l'absence de son carnet. Laurent, qui l'attendait dans le couloir, s'approcha doucement. « Camille, vous avez oublié quelque chose ce matin. » Elle leva les yeux, le regard d'abord surpris, puis légèrement inquiet. Il lui tendit le carnet sans rien dire. Elle le prit en silence, ses doigts tremblant légèrement. Elle ne demanda pas s'il avait lu. Elle savait. Et pourtant, elle ne le repoussa pas. Elle ne détourna pas les yeux. Il resta un moment face à elle, incapable de trouver les mots justes. Puis il murmura presque honteux « Je suis désolé ». Elle ne répondit pas. Elle serra le carnet contre elle, inclina doucement la tête, puis s'éloigna sans un mot. Ce soir-là, Laurent ne mangea pas. Il resta dans son bureau, relisant mentalement chaque ligne du carnet, chaque expression du visage de Camille. Il se sentit plus seul qu'il ne l'avait jamais été, entouré de ses richesses, de ses meubles anciens, de ses œuvres d'art. Et dans ce silence, une seule phrase résonnait encore, comme une promesse faite sans témoin. « Même si je suis invisible, je ferai de mon mieux. » Par gratitude. Il comprit alors que sa supercherie n'avait plus aucun sens, qu'il n'avait rien à prouver, et que Camille, sans jamais le savoir, avait déjà tout révélé, non pas sur elle, mais sur lui. Le vent sifflait entre les haies taillées du jardin comme un présage trouble. Dans le grand hall de la maison du bois, les pas pressés résonnaient avec une régularité mécanique. Les employés s'étaient rassemblés à la demande de Laurent, qui, quelques jours plus tôt, avait fait savoir qu'il souhaitait les réunir pour une annonce importante. L'ambiance était tendue, mais personne ne savait exactement à quoi s'attendre. Certains murmuraient des rumeurs sur un remaniement général, d'autres craignaient des licenciements. Tous redoutaient un changement brutal. Laurent était assis au centre du salon, dans son fauteuil, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. Il ne parlait pas. Il regardait fixement la grande horloge murale comme s'il attendait un signal invisible. Son visage n'exprimait rien de lisible. Ni colère, ni tristesse, ni satisfaction. Juste une lassitude profonde, presque intangible, qui flottait autour de lui comme une brume. Camille était en retrait, debout contre le mur du fond, les bras croisés. Depuis l'épisode du carnet, elle avait repris son travail avec la même régularité, mais une distance nouvelle s'était installée. Elle parlait encore moins qu'avant, répondait aux sollicitations avec une politesse inattaquable, mais évitait soigneusement de croiser le regard de Laurent. Une barrière invisible s'était dressée entre eux, faite non pas de rancune, mais de réserve. Laurent leva enfin les yeux. Il fixa tour à tour chaque visage présent. Margot, droite comme un piquet. Rémi, inquiet derrière son air désinvolte. Bertrand, plus terne depuis l'incident du déjeuner. Et Camille, au fond, qui ne le regardait pas. Il inspira profondément, puis parla d'une voix calme, presque atone. « Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous informer que je vais devoir fermer une partie de la maison. Des travaux de restructuration sont prévus et une réduction temporaire du personnel est inévitable. » Un frisson parcourut l'assemblée. Personne ne s'attendait à une annonce aussi brutale. Rémi pâlit. Margot serra les lèvres. Même Bertrand, d'ordinaire provocateur, ne dit rien. Le silence fut total, tendu comme une corde prête à rompre. Laurent poursuivit, implacable. « Certains d'entre vous seront réaffectés. D'autres, malheureusement, devront quitter temporairement leur poste. J'ai conscience de la violence de cette décision. Elle n'est pas prise de gaieté de cœur. » Un murmure s'éleva. Puis le silence revint, encore plus lourd. Camille ne bougea pas, mais elle se détacha du mur, s'avança de quelques pas, sans un mot. Elle s'arrêta près de la porte, se pencha vers une table pour ramasser un verre oublié. Ce geste banal fut pourtant chargé d'une tension particulière. Elle ne dit rien, ne s'imposa pas. Mais Laurent la vit faire, et il sut qu'elle entendait tout, qu'elle comprenait chaque mot au-delà de leur surface.
Lorsque les employés commencèrent à se disperser, l'atmosphère était encore plus pesante. Personne n'osa poser de questions. Tous savaient que Laurent n'était pas d'humeur à débattre. Il resta seul dans la pièce, fixant le vide, tandis que les pas s'éloignaient lentement dans les couloirs. Quelques minutes plus tard, Camille reparut discrètement. Elle marchait lentement, les yeux baissés, tenant un plateau vide dans les mains. Elle s'approcha sans bruit, pensant que Laurent ne la voyait pas. Il l'entendit murmurer presque à elle-même alors qu'elle s'apprêtait à sortir. « Si jamais c'est nécessaire, je peux travailler pour la moitié de mon salaire. Le monsieur nous a déjà beaucoup aidés. » Il releva la tête brusquement. Elle s'arrêta, surprise de l'avoir été entendue. Leur regard se croisa et cette fois, il y eut dans ses yeux à lui quelque chose de brisé. Pas la douleur d'un homme trahi, mais celle d'un homme trop longtemps coupé du monde réel. « Pourquoi dites-vous ça ?» demanda-t-il, la voix rauque. Elle hésita, puis répondit sans détour, comme toujours. « Parce que ce travail m'a sauvé, et que je ne l'ai jamais oublié. » Il voulut répondre. Il voulait lui dire que c'était lui qui avait été sauvé, qu'elle avait été la seule à le voir tel qu'il était, même derrière ses mensonges. Mais les mots ne sortirent pas. Il sentit une brûlure monter dans sa gorge, un poids dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il fut submergé. « Camille, Mais il ne put aller plus loin. Il se détourna, incapable de soutenir son regard. Il avait honte de sa comédie, de ses doutes, de sa cruauté déguisée en expérimentation sociale. Camille resta immobile quelques secondes, puis elle s'approcha, déposa doucement le plateau sur la table et quitta la pièce en silence. Laurent resta seul, le visage enfoui dans les mains, incapable de bouger. Il comprenait que son univers entier était en train de s'effondrer, non pas à cause des finances, non à cause des employés, mais à cause de ce qu'il avait compris de lui-même. Ce soir-là, il n'ouvrit pas son carnet noir. Il ne prit aucun appel. Il ne toucha pas à son dîner. Il resta simplement là, dans la pénombre de sa bibliothèque, écoutant les bruits lointains de la maison, comme s'il voulait en saisir une dernière fois l'âme. Une âme que Camille, seule, semblait encore porter, malgré tout, malgré lui, malgré la vérité qu'il n'osait toujours pas dire. Le ciel s'était obscurci rapidement ce jour-là, comme si la nature elle-même devinait ce qui allait se produire. Une pluie fine tambourinait contre les vitres du grand salon où tous les employés s'étaient à nouveau rassemblés, convoqués cette fois sans aucune explication. Certains avaient le regard inquiet, d'autres résignés. Tous attendaient. Camille, silencieuse comme toujours, se tenait au fond de la pièce, bras croisés, les yeux fixés sur un point invisible devant elle. Elle ne cherchait pas à comprendre. Elle pressentait que cette journée serait différente. Laurent entra quelques instants plus tard, comme il le faisait depuis des semaines, dans son fauteuil roulant. Mais cette fois, il n'avança pas jusqu'à sa place habituelle. Il s'arrêta au centre de la pièce, regarda autour de lui, puis ferma les yeux un instant comme pour rassembler ses forces. Lorsqu'il les rouvrit, il inspira profondément et, d'un geste lent mais déterminé, se leva. Un souffle général parcourut la pièce. Le choc fut instantané. Margot porta la main à sa bouche. Rémi recula d'un pas. Bertrand fronça les sourcils, incrédule. Camille, elle, resta figée, les bras toujours croisés, mais les yeux désormais rivés sur Laurent. Il se tenait debout, droit, silencieux. Puis il fit un pas, puis un autre. L'évidence éclata comme un coup de tonnerre. Il n'avait jamais été paralysé depuis le début. Tout n'avait été qu'un mensonge, une mise en scène, une épreuve imposée à ceux qui travaillaient pour lui. Laurent leva les mains en signe d'apaisement. « Je vous dois des explications. Ce que vous venez de voir n'est pas une illusion. Je peux marcher. Je n'ai jamais été handicapé. Pas physiquement, du moins. » Le silence était lourd, menaçant. Personne ne parlait. Certains détournèrent les yeux. D'autres attendaient, glacés. Il y a plusieurs mois, j'ai décidé de simuler un accident. Je voulais voir ce que cette maison devenait lorsque je cessais d'être puissant. Je voulais savoir qui, parmi vous, me voyait encore comme un être humain. Qui restait par devoir? Qui restait par intérêt? J'ai observé chacun d'entre vous, chaque geste, chaque mot. Margot secoua lentement la tête, incapable de masquer sa déception. Rémi, le visage fermé, croisa les bras, visiblement irrité. Bertrand, lui, lâcha un rire amer. « Donc on n'était que des rats dans ton labyrinthe. Tu nous as utilisés. » Laurent ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers Camille. Elle ne bougeait toujours pas, mais ses yeux étaient durs,
profond, insondable. Je sais que j'ai franchi une ligne, que j'ai trahi votre confiance, et je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande seulement de comprendre pourquoi j'ai fait cela. J'avais besoin de vérité, et je pensais que c'était la seule manière de la trouver. » Camille s'avança lentement. Tous les regards se tournèrent vers elle. Son visage ne trahissait aucune émotion visible. Elle s'arrêta à quelques pas de Laurent, le fixa droit dans les yeux. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » dit-elle d'une voix posée. « Personne ne se lève chaque matin avec autant de contrôle s'il a vraiment perdu l'usage de ses jambes. Personne ne refuse une visite médicale si ce n'est pour cacher une vérité. » Laurent baissa les yeux, mais elle poursuivit. « Mais ce n'est pas ça qui m'a le plus choqué. Ce n'est pas le mensonge, c'est ce que vous en avez fait. Vous avez joué avec la vulnérabilité des autres. Vous avez utilisé notre dévouement comme un miroir pour vos propres doutes. Vous m'avez regardé, épié, testé, et pourtant, vous ne m'avez jamais vu. Pas vraiment. » Il leva lentement les yeux vers elle. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Mais chaque mot était une lame précise, sans haine, mais sans concession. Vous m'avez étudié comme une énigme, comme une preuve de quelque chose que vous cherchiez à valider. Mais moi, je vivais. Je me battais, pour ma mère, pour ma sœur, pour ne pas m'effondrer. Et vous m'observiez. Laurent sentit le sol vaciller sous lui. Ce n'était pas sa colère qu'il craignait. C'était son absence, son regard détaché, sa voix calme. Elle ne cherchait pas à l'accuser. Elle constatait. Et c'était 1000 fois plus douloureux. Elle fit un pas de côté, se tourna vers la sortie, puis ajouta, avant de partir, « Ce que vous avez appris sur nous ne vous rendra pas plus humain. Mais ce que vous avez découvert en vous, peut-être, à condition d'en faire quelque chose. » Puis elle quitta la pièce sans se retourner. Les autres suivirent lentement, certains en silence, d'autres avec des murmures de colère ou de déception. Laurent resta seul, debout au centre de la pièce, les mains pendantes, le regard perdu dans le vide. Il n'y avait pas de bruit, pas de cris, pas de chaos, juste une vérité nue, posée là, implacable. Il avait cherché la sincérité à travers un mensonge. Et il l'avait trouvée. Mais à quel prix? Il s'assit lentement dans son fauteuil vide, non plus comme un homme déguisé, mais comme un homme vidé. Et il comprit que ce qu'il avait déclenché ne pouvait pas être effacé, que désormais, chaque pas qu'il ferait devrait être vrai, ou ne vaudrait rien. La maison du bois n'avait jamais été aussi silencieuse. Après la révélation fracassante de Laurent, les couloirs s'étaient vidés de toute forme de chaleur humaine. Les employés accomplissaient désormais leurs tâches mécaniquement, évitant soigneusement de croiser le regard de leur employeur. Le rire discret de Rémi avait disparu, Margot ne s'exprimait plus qu'en monosyllabes, et Bertrand, toujours prompt à commenter, restait muré dans un mutisme méprisant. L'ambiance générale était celle d'un deuil non déclaré, d'un espace en apesanteur, comme suspendu entre l'avant et l'après. Mais c'était l'absence de Camille qui pesait le plus lourdement. Elle continuait à remplir ses fonctions avec la même rigueur, mais elle ne s'attardait plus dans les pièces où se trouvait Laurent. Elle ne répondait plus à ses tentatives de conversation. Elle ne le fuyait pas, mais elle l'effaçait, comme s'il n'existait plus dans son champ de réalité. Et c'était précisément ce silence-là qui le rongeait. Il aurait préféré une colère ouverte, des reproches, une confrontation, mais elle lui avait retiré ce privilège. Elle lui avait ôté le droit d'exister dans son monde. Laurent tenta à plusieurs reprises de rétablir un lien. Un matin, il la suivit discrètement jusqu'au jardin où elle arrosait les plantes. Elle l'ignora. Un autre jour, il lui adressa un compliment sur la tarte qu'elle avait préparée. Elle répondit simplement que la recette était ancienne. Rien d'autre. Pas de regard, pas d'émotion. Juste une réponse fonctionnelle, neutre, impénétrable. Ce fut cette indifférence glacée qui le poussa à franchir une limite qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Un acte qu'il n'avait pas prémédité, mais qui s'imposa à lui comme une nécessité irrépressible. Il demanda discrètement à M. Clément de se renseigner sur l'hôpital où la mère de Camille était soignée. Il découvrit que celle-ci avait été admise dans un établissement public, sous pression constante de dettes médicales non réglées. La situation était critique. Les soins risquaient d'être suspendus, les factures s'accumulaient. Sans dire un mot à personne, Laurent se rendit lui-même à l'hôpital, sous un faux nom, accompagné de son avocat. Il régla intégralement la dette, fit un don anonyme à l'établissement et demanda à ce que le dossier de la patiente soit transféré en soins prolongés,
dans les meilleures conditions possibles. Il quitta les lieux sans laisser de traces, espérant que l'action parlerait d'elle-même. Il n'attendait pas de remerciements. Il ne cherchait pas à racheter ses fautes. Il voulait seulement alléger un fardeau qu'il savait injuste. Camille découvrit la vérité 2 jours plus tard. Elle fut convoquée par l'administration de l'hôpital pour signer des documents. On lui expliqua que la dette avait été réglée, que sa mère bénéficierait désormais d'un traitement digne, sans interruption. Elle demanda qui avait fait cela. On lui répondit qu'un bienfaiteur anonyme s'était présenté en son nom. Elle comprit immédiatement. Le soir même, elle entra dans le bureau de Laurent sans frapper. Il était assis, lisant un dossier qu'il n'arrivait pas à comprendre, tant son esprit était agité. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, il se redressa, surpris. Elle le fixait avec une intensité calme, mais différente de toutes les fois précédentes. Elle tenait un papier à la main, un reçu de l'hôpital. « C'était vous », dit-elle simplement. Il hocha la tête, lentement. Il n'avait pas de justification à offrir. Il ne voulait pas se défendre. « Je n'attendais rien en retour. Je voulais juste que vous n'ayez plus à vous battre seul. » Elle serra les lèvres, puis s'approcha lentement. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui. Il sentit son cœur battre plus vite. Il n'avait pas peur. Il espérait seulement qu'elle parle encore. « Vous m'avez humilié sans le vouloir. Vous m'avez observé, disséqué, analysé comme si j'étais un sujet d'expérience. Mais vous ne m'avez jamais vraiment demandé qui j'étais. Vous avez imaginé. Et vous vous êtes trompé. » Laurent acquiesça, le regard baissé. « Je sais, et je m'en veux. » Elle s'assit alors pour la première fois face à lui. Son visage restait fermé, mais ses yeux brillaient d'une clarté douloureuse. « Ma mère ne sait même pas ce que je fais exactement. Je lui dis seulement que je travaille dans une belle maison, avec des gens corrects. Je lui évite les détails. Elle oublie vite. Mais moi, je n'oublie rien. Je me souviens de chaque moment où j'ai voulu abandonner et de ceux où j'ai choisi de rester. » Il ne put retenir ses larmes. Une seule, silencieuse, glissa le long de sa joue. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Il se contenta de la regarder. « Ce que vous avez fait à l'hôpital, je ne vous le pardonne pas comme un acte de charité, mais comme une reconnaissance. Une reconnaissance tardive, mais réelle. » Elle se leva, prête à partir. Avant de franchir la porte, elle se tourna une dernière fois vers lui. « Ce n'est pas en me regardant que vous apprendrez à aimer. C'est en acceptant d'être vu, tel que vous êtes, sans jeu, sans masque. » Puis elle disparut. Laurent resta seul, dans un silence qui n'était plus celui de la solitude, mais celui d'un commencement possible. Un silence où, pour la première fois, il sentit que tout n'était pas perdu, que quelque chose avait changé, non pas en elle, mais en lui. Les mois qui suivirent furent marqués par un silence nécessaire. Laurent Dubois, pour la première fois depuis des années, se retira volontairement de la scène sociale et médiatique. Il vendit discrètement une partie de ses actifs hôteliers, ferma plusieurs établissements secondaires et entreprit un travail intérieur qui n'avait rien à voir avec ses affaires. Il resta longuement dans sa demeure vide, sans personnel, sans réception, sans obligation, comme un homme en rééducation après une chute invisible. Il relut ses carnets, relut les lettres de Camille, revisita les souvenirs qu'il avait tenté de manipuler et les regarda pour ce qu'ils étaient vraiment. Des moments qu'il n'avait pas su vivre pleinement, pris dans sa peur d'être vu, dans sa manie de contrôler. Il ne fit aucun geste précipité. Il n'envoya pas de lettres. Il ne tenta pas de reprendre contact. Il attendit. Il comprit que certaines réparations exigeaient plus que des excuses. Elles exigeaient un silence mûr, un recul sincère, une transformation concrète. Un jour, il prit une décision qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Il transforma officiellement la Maison Dubois en fondation. Non pas une simple œuvre philanthropique, une vraie structure avec mission, budget, équipe et surtout une cause, le soutien aux aidants familiaux. Ceux et celles qui, comme Camille, consacraient leur vie à porter des charges invisibles. Il voulait créer un espace où ces existences souvent silencieuses seraient écoutées, accompagnées, valorisées. Un lieu de repos, de formation, d'échange. Il voulait que cette maison, témoin de ses illusions, devienne un point de départ pour une vérité nouvelle. Il demanda à ses conseillers de rédiger les statuts. Il nomma un conseil indépendant. Il refusa d'en être le président. Il voulait que ce projet lui survive, qu'il devienne plus grand que son nom. Mais il se réserva une dernière tâche, la plus importante,
recruter celle qu'il savait être la seule capable de diriger cette fondation avec justesse, intégrité et courage. Il attendit le bon moment. Il n'envoya pas une lettre officielle, il ne passa pas par un intermédiaire. Il alla lui-même, à pied, frapper à la petite porte de l'appartement de banlieue où vivait Camille. Lorsqu'elle ouvrit, elle resta un instant interdite. Il n'avait rien de l'homme qu'elle avait connu. Il portait des vêtements simples, un regard franc, un sac en toile contenant un dossier. Il lui sourit, sans insistance. « Je suis venu vous demander quelque chose. Pas pour moi, pour ceux qui vous ressemblent. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'écarta légèrement, le laissa entrer dans le modeste salon. Il s'assit sans regarder autour, sortit les documents. Elle lut en silence. Les statuts, les projets, le budget, le nom. Fondation Moreau-Dubois. Il avait insisté pour que son nom vienne après le sien. Elle referma le dossier, le posa sur la table. « Pourquoi moi ?» Il répondit simplement « Parce que vous avez fait tout ce que je n'ai pas su faire. Vous avez soigné sans reconnaissance. Vous avez agi sans attente. Vous avez été juste, là où j'étais calculateur. Et surtout, parce que vous êtes capable de donner un sens à cette maison. Le vrai. » Elle baissa les yeux. Il ajouta doucement « Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de me dépasser. » Le silence s'installa quelques secondes, puis elle acquiesça. Un hochement de tête. Rien de théâtral. Juste une acceptation. Elle acceptait. Non pour lui. Pour elle. Pour les autres. Parce qu'elle savait que ce lieu pouvait changer de visage. Qu'il pouvait servir. Quelques mois plus tard, la fondation fut inaugurée lors d'une cérémonie discrète, mais émouvante. Plusieurs aidants étaient présents, venus de tous les coins de la région. Des femmes et des hommes marqués par le quotidien, par la solitude, par le courage discret de ceux qu'on n'applaudit jamais. Camille prit la parole. Son discours fut court mais marquant. Elle parla de silence, de patience, de dignité. Elle ne mentionna jamais Laurent. Mais il était là, au fond de la salle, debout, écoutant chaque mot comme une promesse. À la fin de la cérémonie, alors que les invités se dispersaient dans les jardins, Laurent s'approcha d'elle. Elle était debout près d'un magnolia en fleurs, seule. Il s'arrêta à quelques pas, la regarda longuement. Elle se tourna vers lui, croisa son regard. Aucun mot ne fut échangé. Il n'en avait été plus besoin. Tout était là, dans ce regard. Un regard qui disait le chemin parcouru, la douleur traversée, la vérité conquise sans violence. Il y avait de la paix, mais pas d'oubli. Il y avait du respect, mais pas d'effusion. Il y avait surtout cette reconnaissance profonde, silencieuse, que deux êtres peuvent se transformer, l'un par l'autre, même dans les circonstances les plus improbables. Et dans ce regard partagé, Laurent comprit que la farce, celle qu'il avait cru orchestrée, avait révélé quelque chose de bien plus grand, une vérité qu'il n'avait jamais cherchée, mais qu'il avait trouvée malgré lui. La maison vivait désormais autrement, et lui aussi.